Merci beaucoup. Alors, je vais introduire la prochaine session, mais pendant que j'introduis les différentes personnes, vous avez une question normalement sur le WooClub, c'est-à-dire sur l'application que vous avez flashée, dont vous avez flashé le QR code, et on vous demande si vous connaissez la recherche participative, si vous savez ce que c'est, et on vous demandera de répondre. Pendant ce temps, je vais accueillir donc le professeur Louisa Weiner, professeur de psychologie à l'Université de Strasbourg, le docteur Raven Bureau du CRA Alsace et Madame Anton Cessé du LPC Unistra aussi. Et vous allez justement nous parler de ça par la suite, de la recherche participative. On attend là le sondage, c'est très serré, 113 personnes ont répondu, la moitié environ connaissent la recherche participative et l'autre moitié, pas tellement. Je vais laisser défiler, je vous passe la parole. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Comme dit, donc, je m'appelle Raven Bureau, je suis docteur en psychologie et entre autres, j'exerce aussi en tant que psychologue au Centre Ressources Autisme, donc dans le pôle adulte du 67. Et ma mission aujourd'hui, c'est de vous présenter, si je fais ça, ça marche, ce que c'est la recherche participative. Donc évidemment, on va commencer par une définition, puisqu'on a vu qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas. Et donc la définition qui existe, c'est qui existe dans les chartes de sciences et de recherche participative, c'est que c'est une forme de production de connaissances scientifiques dans laquelle vont participer aux côtés de personnes dont la recherche c'est le métier, des personnes qui sont issues de ce qu'on appelle la société civile. Globalement, ça veut dire des personnes dont la recherche n'est pas le métier. À titre individuel ou à titre collectif, donc par exemple au sein d'associations, au sein d'organismes de représentants d'usagers, etc. Et cette participation, elle va se faire de manière active et délibérée. Là où on va faire la différence, finalement, et c'est comme ça que je vais présenter les choses dans le reste de la présentation, parce que sinon c'est confus, c'est des personnes qui vont devenir co-chercheurs et co-chercheuses, et qui ne vont pas juste être participants à la recherche dans le sens répondre à un questionnaire, dans le sens participer à des tests neuropsychologiques, etc. Donc, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement de participer? Donc un outil qui est souvent utilisé pour... Finalement, il y a beaucoup de référentiels qui se développent au fur et à mesure autour de la recherche participative. L'outil de base de la philosophie de la recherche participative, c'est l'échelle de la participation citoyenne d'Arnstein, qui va finalement découper en plusieurs barreaux les différentes modalités de participation. Donc on a 3 grandes catégories, la non-participation, la participation symbolique et la participation réelle. Globalement, le premier gros barreau, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Ça se fait plus trop avec les comités d'éthique, etc., le développement de la recherche. On a la possibilité, on n'a plus la possibilité normalement de justement ne pas donner d'informations aux participants de la recherche sur ce qui se passe. Donc des fois on a le droit de leur mentir un petit peu avec des grands guillemets sur le fait que parce que ça biaiserait les résultats, de pouvoir pas exactement leur présenter, en tout cas avant leur participation, les objectifs précis de la recherche. En fait, tous ces barreaux, ils vont se découper en fonction à la fois du nombre, de la qualité de l'information auquel les personnes vont avoir accès, mais aussi à quel point leur prise de décision et leur pouvoir de décision va être finalement pris en compte dans le programme de recherche. Dans la suite, on a du coup plusieurs niveaux de participation où on va y inclure par exemple la consultation. L'idée, et ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, que la recherche participative ce ne soit pas juste finalement quelque chose d'un peu cosmétique, c'est qu'en fait, quand on pose la question à une personne autiste de relire notre questionnaire par exemple, et on dit « Ah, c'est bon, c'est de la recherche participative », non. Ça ne fait pas tout à fait partie de la recherche participative quand même. Ce n'est pas en tout cas ce qu'on pourrait espérer de mieux. Donc quand on va avoir juste de la consultation d'une ou deux personnes, etc., mais que finalement la prise en compte de leurs décisions et de leur pouvoir décisionnel va être pauvre, voire inexistante, ou qu'on va leur donner le même pouvoir que les autres dans le consortium de recherche, alors qu'en fait il y a une personne autiste et 25 chercheurs, par exemple, ça compte pas vraiment comme de la recherche participative, ou en tout cas on peut faire mieux. Et comment on peut faire mieux? C'est en ayant de la participation réelle, avec plusieurs niveaux, du coup, de à quel point on va donner du pouvoir aux personnes. Donc évidemment, les personnes directement concernées par exemple, la problématique de recherche, qui vont avoir un groupe
décisionnels, par exemple, au sein du programme de recherche, voire même qui vont être à l'origine du programme de recherche et qui vont rentrer en contact avec des chercheurs par rapport à ça. Les programmes de recherche participative, il y en a de plus en plus, il y en a aussi dans les TND, et en général, ça se focalise autour de plusieurs valeurs centrales qui sont définies dans certaines chartes, notamment anglophones, et définies dans des chartes participatives, du coup, puisque c'est souvent des consortiums de recherche participative avec notamment des personnes autistes qui ont construit ces différentes chartes. La première valeur, c'est évidemment le respect. Donc le respect des savoirs de tout le monde, et on va y revenir, et le respect aussi des engagements de chaque personne qui prend part au projet de recherche. Il y a aussi évidemment la notion de l'accessibilité, l'accessibilité des pratiques déjà de recherche, mais aussi l'accessibilité des outils qu'on va proposer pour collecter nos données de recherche. Il y a évidemment, et ça va être un défi sur lequel on va revenir aussi, la nécessité d'avoir une certaine ouverture d'esprit, notamment pour les chercheurs, pour comprendre que en fait, parfois, leurs pratiques ne sont pas nécessairement les meilleures, et d'accepter cet état de fait. Et évidemment, il y a l'obligation presque de la communication, non seulement entre les différentes personnes, donc entre les différents co-chercheurs par exemple, mais aussi vers la société. Donc maintenant qu'on sait un peu mieux ce que c'est la recherche participative, on va se poser la question de pourquoi c'est intéressant d'en faire. Globalement, déjà, parce que c'est censé, à un moment, réconcilier aussi un petit peu la science et la société. Le fait est que, et ce n'est qu'un exemple, on le sait tous, on a tous des gens, il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans, si c'était il y a 5 ans le Covid, qui ont remis en question certains apports de la science, etc., etc. Et on le voit de plus en plus. Et on voit de plus en plus de jeunes, par exemple, qui vont croire que la Terre est plate et qu'on leur a menti, etc. Donc finalement, faire des recherches participatives, c'est aussi essayer, en tout cas, de reconnecter ce lien en expliquant, par exemple, comment est-ce qu'on fait de la recherche. Et il y a aussi la nécessité de prendre en compte en fait, l'historique de la recherche, notamment quand on parle des sciences humaines et sociales, par exemple de la psychologie, de la psychiatrie, etc., de se rendre compte qu'à un moment, l'homosexualité s'était considérée comme un trouble mental. Et concrètement, forcément, ça a un impact historique sur les gens. Et c'est aussi une possibilité de faire de la meilleure science, parce qu'en fait, on voit depuis un moment que plus il y a des personnes directement concernés par la problématique de recherche, donc là par exemple des personnes autistes, qui vont participer à toute l'élaboration du protocole de recherche en tant que co-chercheurs par exemple, mieux les résultats vont être précis, plus ils vont être implémentables, plus ils vont se rapprocher aussi des besoins des personnes. Et c'est valable aussi pour la recherche en psychologie clinique, puisque, par exemple, l'article qui est cité ici, les personnes autistes ont construit un programme de psychoéducation notamment. Elles l'ont construit du début à la fin avec aussi des cliniciens, et pas autistes, là, pour le coup, puisque tout le monde peut avoir plusieurs casquettes, et elles l'ont animé ensuite. Et on voit qu'il y a des résultats qui sont probants. Là où on va revenir un petit peu sur pourquoi c'est intéressant, c'est que quand même, à un moment, ça demande de prendre en considération le déséquilibre qu'il y a entre le monde de la recherche qu'on a l'habitude de représenter dans une espèce de tour d'ivoire intouchable, etc. Et finalement, les participants qui vont participer, ils sont très éloignés de ce qui va se passer, et souvent, on ne leur explique pas trop comment ça fonctionne, etc. Et le principe de s'inscrire dans la recherche participative, ça veut dire qu'en tant que chercheur, par exemple, je peux reconnaître cet état de fait et essayer de faire autre chose. Du coup, ça pose une énorme question qui pourrait être un débat pendant 3 jours, de questionner le principe d'objectivité. À quel point est-ce qu'on est objectif quand on est un chercheur autiste, par exemple? À quel point est-ce qu'on peut être objectif sur l'autisme quand on n'est pas un chercheur autiste? Parce qu'en fait, on pose toujours la question dans le même sens, en vrai. Mais voilà. Et du coup, ça demande aussi aux chercheurs de se poser des questions sur leur propre positionnement, sur leur propre biais potentiel, alors qu'on a tous, évidemment, quand on a été formé à la recherche, cette idée que notre objectif principal, c'est l'objectivité absolue. Et la question qui peut se poser, c'est déjà, est-ce que ça existe? Voilà. Du coup, cette démarche, elle est indispensable pour les projets de recherche participative, et on voit qu'il y a de plus en plus d'outils qui vont se développer par rapport à ça, notamment un questionnaire qui s'appelle le Tricon, par exemple. Donc, ce n'est pas du tout dans le cadre de l'autisme ou des TND, etc. Mais c'est un outil qui est utilisé pour les recherches, par exemple, qui sont faites sur la communauté trans, et où il y a un certain nombre de questions. Et il y a beaucoup d'associations, par exemple, qui vont refuser
en fait, de diffuser l'appel à participation à leurs adhérents et adhérentes tant que le questionnaire n'a pas été rempli. Et dans ce questionnaire, il y a des questions très explicites sur mais quel va être l'impact sur la communauté, à quoi ça sert votre recherche, pourquoi est-ce que vous voulez savoir ça, etc. etc. Et donc c'est rempli par les chercheurs, évidemment. Et c'est intéressant quand même de faire de la recherche participative parce qu'on voit que ça permet de prendre en compte la richesse du savoir expérientiel. Et il y a aussi des publications, pour ceux que ça rassure, qui montrent que le savoir expérientiel, il vaut autant, voire plus, que le savoir des expertes qui ne sont pas forcément directement concernés par la question de recherche. Et ces apports-là, ils peuvent être parfois irremplaçables. Et l'exemple que je cite là, c'est un exemple de recherche qualitative. Donc, c'est des personnes qui ont conduit des entretiens avec des personnes autistes. Et l'équipe de recherche a choisi de conduire des entretiens sur le fait qu'ils ont conduit des entretiens avec une personne autiste. C'est un peu compliqué, mais voilà. Et ce qui ressortait, c'était que les personnes disaient, en fait, je n'aurais jamais dit ça à cet intervieweur si ce n'était pas une personne autiste. Donc en vrai, on n'aurait pas eu accès aux mêmes données, finalement, si la personne qui avait conduit la recherche n'était pas autiste. Maintenant que je vous ai absolument convaincu sur l'intérêt de faire de la recherche participative, on va un peu parler de comment on fait. Concrètement, comment on fait ? Comme dit, ça pose la question de s'ouvrir, d'échanger, d'accepter d'échanger et de faire des efforts, notamment de compréhension. Et ça, c'est valable pour tous les co-chercheurs, du coup, des personnes, par exemple, issues de la société civile et des personnes qui sont des professionnels de recherche, de se mettre ensemble et d'accepter que les réalités de tout le monde ne sont pas les mêmes et qu'il y a des contraintes des deux côtés, etc., etc. Mais du coup, de s'ouvrir à cette discussion, de faire attention à la manière dont on parle, et je vais y revenir aussi. Il y a aussi poser une question un peu plus large sur les pratiques de la recherche et les pratiques institutionnelles. Par exemple, comment est-ce qu'on ouvre l'accès à la recherche pour devenir co-chercheur, par exemple. Et puis aussi, plus largement, et on le voit, il y a de plus en plus d'appels à projets autour de la recherche participative. Et il y a l'idée aussi, normalement, dans les projets de recherche participative, que comme les résultats sont communiqués, par exemple, aux gens qui prennent les décisions, et par exemple aux acteurs associatifs, etc., etc., comment est-ce qu'ils peuvent aussi se mobiliser à partir de ces résultats pour pouvoir, par exemple, les inscrire dans leur plaidoyer. Une chose dont j'aime bien parler, et aujourd'hui ça c'est arrivé aussi, la façon dont en fait on parle des choses, c'est un exemple de comment est-ce qu'on peut lutter contre, c'est un exemple très concret, sur comment est-ce qu'on peut lutter contre la stigmatisation notamment. On le voit bien sur la façon dont on peut parler de l'autisme, dont on peut parler des TND, quand on parle de atteint, quand on parle de souffre, etc., etc. Ça pose la question de comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça. Et on le voit aussi, donc c'est une question un peu essentielle pour ce genre de projet, et on le voit aussi dans la façon dont on parle des personnes autistes. Alors vous avez remarqué, moi je dis personnes autistes, parce que j'ai conscience et j'ai connaissance de la littérature qui dit que, pas seulement parce que j'ai écrit un article dessus, mais j'en avais conscience avant, de la littérature qui dit que personne autiste, c'est la dénomination majoritaire préférée par les personnes directement concernées par l'autisme. Ce qui ne veut pas dire que les autres dénominations sont fausses ou mauvaises ou je ne sais pas quoi, c'est juste, voilà. Il y a la nécessité, évidemment, aussi de partager les savoirs. Comme on le disait tout à l'heure, les personnes qui vont devenir des co-chercheurs, ils ont besoin aussi de comprendre comment est-ce que la recherche fonctionne. Ils ont besoin d'être formés aux outils de la recherche, parce que forcément, si on est issu de la société civile, on ne connaît pas forcément tous ces méandres. Et on a besoin aussi de communiquer plus et d'être plus ouvert finalement. Donc c'est aussi la science ouverte finalement, de montrer comment est-ce qu'on fait un protocole de recherche, comment est-ce qu'on évalue nos résultats, etc. Et d'être un peu plus transparent finalement sur cette question. Du coup, pour toutes les difficultés qu'on aura à surmonter ensemble, je vous emmène sur un grand parcours du combattant. Il y a évidemment la question du financement déjà, comme toujours. L'argent c'est le nerf de la guerre, dans la recherche aussi. Et ça pose la question de comment est-ce qu'on valorise la participation des co-chercheurs et des co-chercheuses. Parce que les chercheurs professionnels, c'est des gens qui sont rémunérés pour faire de la recherche. Par contre, des personnes issues de la société civile, comment est-ce qu'on valorise, notamment financièrement, leur travail ? Parce qu'en vrai, on est en train de leur demander de travailler. Il y a aussi évidemment la question de la temporalité de la recherche, parce que faire une recherche participative avec tous les échanges que ça demande, ça veut dire aussi prendre le temps de le faire. Et concrètement, le temps, ce n'est pas non plus une commodité qui est très disponible dans le monde de la recherche, parce que les financeurs, ils ont des exigences, parce que
tous les chercheurs ou doctorantes de la salle connaissent le publish or perish, donc voilà, les exigences de publication, etc. Donc, c'est un nouvel obstacle. Il y a aussi, évidemment, énormément de contraintes administratives et institutionnelles, pour plein de raisons, parce qu'en fait, la façon dont l'organisme et l'infrastructure de recherche est construite à l'heure actuelle ne permet pas vraiment le développement de ce genre de projet, parce que comment est-ce qu'on dépose un dossier au comité d'éthique quand c'est une recherche participative, alors qu'il n'y a aucun volet pour parler de ça ? Comment est-ce qu'on fait quel statut ils ont les co-chercheurs, par exemple, au niveau administratif et institutionnel pour qu'on puisse les rémunérer? En fait, c'est encore plein de questions où il n'y a pas du tout, en tout cas très peu, de réponses à l'heure actuelle, même s'il y en a qui vont être apportées après. Ça pose aussi la question, évidemment, au niveau structurel, de l'accès. Comme on le sait, il y a de plus en plus d'étudiants avec des TND qui vont arriver à l'université. C'est aussi quand même la catégorie d'étudiants en situation de handicap qui finit le moins ses études. Et du coup, qui a forcément moins d'accès aussi aux carrières de recherche, par exemple, et aux possibilités de recherche, parce qu'il y a très peu de laboratoires, par exemple, qui sont ouverts à des personnes qui sont qualifiées en recherche, donc par exemple des docteurs, puisque c'est à ça que ça sert, le doctorat, mais qui leur permettent de porter leur propre projet. C'est très, très, très rare. Ça pose aussi la question, et ça c'est un article qui est sorti la semaine dernière, de l'isolement des chercheurs et des chercheuses autistes qui travaillent sur l'autisme notamment, parce que concrètement il n'y en a pas beaucoup. Et c'est aussi des personnes qui vont se retrouver isolées parce que, et on va y revenir, les personnes qui sont autour d'elles vont souvent leur dire « mais est-ce que tu es vraiment objectif ?» par exemple. Comme dit, ça pose la question de la remise en question systématique des savoirs des personnes concernées. Quand on porte plusieurs casquettes, ou quand on va porter un projet de recherche participative auprès d'un financeur, en expliquant à quel point les co-chercheurs vont être impliqués dans les décisions et dans le processus de recherche, la première question qu'on va nous poser quasi systématiquement, c'est comment vous faites pour être sûr que c'est vraiment objectif ? Ce n'est pas une question qu'on pose de manière générale, normalement, quand on montre des projets de recherche, mais bon, voilà. Et quand on porte plusieurs casquettes, forcément, à un moment ou à un autre, si on dit un truc qui dérange un petit peu, parce que ça peut arriver, on va nous demander, ça a été le cas pendant ma soutenance de thèse, par exemple, si c'est pas un peu trop militant, si c'est pas un peu trop positionné, si là j'ai ma casquette de chercheur ou si j'ai ma casquette de personne autiste. Et pourquoi je peux pas porter les deux en même temps ? Parfois. Beaucoup parmi vous connaîtront sûrement Julie Daché. Quand elle intervient dans des congrès, encore aujourd'hui, parce que je la connais bien, on est amis, on discute de cette question, parce que quand elle intervient dans des congrès encore aujourd'hui pour faire des revues de littérature et pour montrer qu'elle est docteure en psychologie et qu'elle sait de quoi elle parle, à la fin, on la remercie systématiquement pour son témoignage. En fait, c'est aussi ça, le fait de... Et ça peut contribuer à l'isolement des chercheurs autistes, parce que quand on essaye de faire du travail et qu'on nous dit « oui, mais bon, c'est un peu trop positionné parce que vous êtes autiste », en fait, c'est structurel aussi comme question. Et on en revient aussi finalement au poids de l'éducation. Donc ça va être le poids de l'éducation sur les co-chercheurs, par exemple, qui vont devoir systématiquement rappeler que mais si cette caractéristique, on en a parlé 10 fois, ça peut être bien de le prendre en compte finalement dans le protocole de recherche. Ou ça peut être bien je sais que c'est pas forcément super important pour vous, mais moi ça fait 3 fois que je vous demande qu'on aille dans l'autre salle de réunion parce que les néons là c'est pas possible. En fait, parfois, c'est des choses très bêtes, entre guillemets, c'est des choses très simples, mais ça va demander à chaque fois aux personnes de porter ce poids-là, finalement, quand elles participent aussi. Avec l'adage qu'on connaît tous du cordonnier le plus mal chaussé, parce que parfois, c'est pire dans les équipes où il y a des psychologues qui sont censés connaître la question. Voilà. Pour les petits trucs à retenir, avant que mes collègues vous présentent un projet intéressant, l'idée, c'est que la recherche participative, c'est quand même un truc intéressant, et ça vaut la peine d'en faire, parce que justement, on peut mêler tous les savoirs et on peut faire aussi tout ce qu'on essaye de faire ici, notamment aussi dans les moments justement un peu informels où ça a été dit ce midi que ce sont des moments importants. C'est parce qu'en fait, le réseau, ça sert à quelque chose, et le fait de pouvoir discuter ensemble sur comment est-ce qu'on peut monter des projets de recherche aussi, parce que des fois, il y a des grandes questions qui sont issues du terrain et qui sont intéressantes à étudier. Ça demande quand même, et je sais que maintenant je vais tous vous embarquer avec moi dans ce parcours du combattant et dans cette révolution, de changer un certain nombre de pratiques institutionnelles. Et du coup, va falloir développer un petit peu
de compétences pour pouvoir défendre les projets de recherche participative. Mais, mine de rien, même si vous ne montez que d'un échelon sur l'échelle de la participation citoyenne, en fait, vous faites déjà des efforts. Et donc, même dans les projets que vous avez en cours, il y a peut-être la possibilité de réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour mieux inclure la voix des personnes qui sont directement concernées par vos problématiques de recherche. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Louisa Weiner et Anton. Donc nous sommes là pour vous parler d'un projet qui a 2 noms, Liaison d'être et Ibera. Donc je dirais qu'on a toujours du mal à définir quel est le nom qu'on préfère, donc on utilise les deux. Et donc ce projet, j'essaye de jongler avec les deux, donc ce projet est un projet qui est porté par le laboratoire de psychologie des cognitions. Donc je suis le porteur principal, donc je suis donc en psychologie clinique, mais je travaille donc en étroite collaboration avec mes collègues de psychologie sociale, dont notamment Odile Romer. Et donc le deuxième nom de ce projet, c'est Ibera. Donc c'est l'acronyme qu'on a trouvé pour donc la soumission à un appel à projet, qui définit assez bien donc l'objet du projet, qui signifie identifier les besoins relationnels des adultes autistes. Donc choisissez le nom que vous préférez. Donc pour vous situer le contexte donc, de ce projet, donc comme le nom l'indiquait tout à l'heure avec Ibera, donc c'est un projet qui est né du terrain, donc je vais vous expliquer, et puis Anton va vous expliquer aussi un peu plus en détail de quoi il s'agit. Donc à savoir plus spécifiquement du constat que les personnes autistes, et notamment les adultes autistes, donc, éprouvaient encore donc, beaucoup d'obstacles à s'épanouir sur le plan relationnel. D'accord ? Et ce qu'on pouvait constater donc, auprès des professionnels de santé, c'était une vision qu'on pouvait qualifier comme étant stigmatisante de l'autisme, donc avec quelque chose de très stéréotypé autour de ce que c'est l'autisme. Donc les personnes autistes sont solitaires, par exemple. Donc c'est une forme de stéréotype. Donc elles n'ont pas besoin forcément d'être en couple. D'accord ? Et cette vision stéréotypée, donc, que beaucoup de professionnels de santé peuvent avoir, va orienter bien évidemment les recommandations qu'on peut faire donc, suite à une évaluation diagnostique. Okay. Donc une autre vision stéréotypée, c'est par exemple les personnes autistes, elles manquent de compétences sociales, donc sans forcément l'avoir évalué et sans forcément non plus avoir cherché quels sont les obstacles donc, que les personnes rencontrent dans leur vie pour établir des relations épanouissantes. Donc ce qui va donner lieu aussi à des réponses thérapeutiques qui peuvent être stéréotypées et surtout inadaptées, comme par exemple la proposition d'ateliers d'habileté sociale à toutes les personnes qui ont le diagnostic d'autisme. Donc, les objectifs du projet étaient donc de mieux déterminer, donc, du point de vue des personnes concernées, mais également des professionnels de santé, quelle était leur perception de leurs besoins, donc des besoins des personnes autistes, sur le plan relationnel. Alors, donc, pour ce faire, donc du coup, comme je montrais déjà ici, donc c'est un projet qui a une méthodologie qualitative. Donc l'idée, c'était d'interviewer des personnes concernées, de leur demander de quoi vous avez besoin, quelle est la qualité de vos relations, etc. Mais également des professionnels qui suivent des personnes autistes et leur demander qu'est-ce que vous pensez que les personnes autistes ont comme besoin. Donc comme je le mentionnais déjà tout à l'heure, donc c'est un projet qui est né du terrain, à savoir donc, le service de psychiatrie adulte des hôpitaux universitaires de Strasbourg, et notamment des échanges donc, entre donc, une personne autiste et donc, des professionnels de santé. Et ce constat, donc, selon lequel que je viens d'exprimer aussi, donc, d'un manque d'adéquation entre les besoins et ce qui était proposé. Donc, c'est un projet qui a obtenu pour l'instant pas mal de succès puisqu'il a été lauréat de 2 appels à projets. Donc, un appel à projet IDEX. Et donc, pour cet appel à projet, on l'a appelé Liaison d'être. Et un deuxième appel à projet, donc ANR. Donc, pour cet appel à projet, on l'a appelé Ibera, d'où les 2 noms. Et puis, donc, c'est un projet qui a reçu aussi le soutien de StrassND. Et donc, je passe la parole maintenant à Anton, qui est donc le cœur du projet. Merci. Non, c'est ça. J'en profite. Alors, je vais vous expliquer un peu comment le projet fonctionne.
Là, vous avez une représentation, une échelle de la participation de projets de type sciences et recherche participative, un peu différente que celle que Ravenne vous a montrée précédemment. Et nous, on considère vraiment qu'on est au niveau 4, où il y a une collaboration complète, du coup, de toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet. Et donc, on utilise le terme de co-chercheur et de co-chercheuse aussi. C'est le terme que les personnes impliquées ont choisi. On a 3 types de personnes dans ce projet. Des personnes qui sont vraiment chercheurs, chercheuses en psychologie, des personnes autistes et des professionnels de santé. Et ces personnes, donc toutes ces personnes, et notamment les co-chercheurs et les co-chercheuses, participent à tout le projet, donc vraiment à toutes les étapes d'un point de vue recherche, donc la construction du projet, l'obtention des données, donc la récolte des données, et puis du coup toute la méthodologie qui est avant. Donc là, comme on fait des entretiens, donc ça a été la création des guides d'entretien, l'étape de réalisation des entretiens, l'analyse, et ensuite il y aura toute la partie valorisation. On est à peu près au 1 an du projet, on a passé les 1 an du projet, on est à l'étape de réalisation des entretiens. Ça, c'est pour vous montrer comment on fonctionne. Donc, on a ce qu'on appelle le consortium du projet. Donc là, c'est vraiment toutes les personnes qui sont impliquées, avec les trois collèges dont je vous ai parlé. Donc, collège personnes autistes, collège professionnel de santé et collège recherche. Et on a aussi un comité de pilotage avec, c'est les mêmes personnes, mais du coup, il y a des représentants et des représentantes de chaque collège. Et voilà, et on gère plus l'aspect surtout administratif, où il y a vraiment des prises de décision, etc., qui doivent être prises. Mais le but, c'est vraiment on essaye vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas de supériorité de la part du côté recherche par rapport au côté personnes non issues de la recherche. Je vais du coup vous parler plus de la place des co-chercheurs et des co-chercheuses dans le projet. Au tout début du projet, on a élaboré ensemble une charte qui dicte les valeurs et nos comportements au sein de ce projet. Donc il y a des choses comme le respect, la bienveillance, etc., des choses que Ravenne a pu vous donner en exemple avant. Mais il y a aussi des choses très concrètes qu'on a réfléchi ensemble, comme par exemple que dans les publications scientifiques, toutes les personnes, donc à la fois les personnes chercheuses et les co-chercheurs, co-chercheuses, soient nommées dans ces publications scientifiques comme auteurs et co-auteurs, co-autrices de ces articles. Pareil pour les congrès, etc. Donc ça, c'est vraiment, on souhaite qu'il y ait une vraie valorisation de l'implication, même si la valorisation par les articles n'est pas du tout la même quand on est dans la recherche ou quand on n'y est pas, mais c'est quand même une valorisation qui est importante pour nous. On a aussi élaboré une charte d'engagement éthique avec des choses à respecter comme l'éthique de la recherche, la confidentialité de données, etc. Et comme la plupart des personnes qui sont impliquées ne sont pas du tout issues de la recherche et n'ont pas forcément fait d'études supérieures, ni dans la psychologie, ni ailleurs, etc., on a élaboré des séries de formations. Donc, par formation, c'était des petites vidéos de type présentation orale enregistrée, de moins de 10 minutes chacune. Il y a eu 2 séries. Une première série sur tout ce qui est l'éthique de la recherche, donc justement les grands principes de l'éthique, qu'est-ce que l'intégrité, comment est-ce qu'on sait qu'une recherche respecte une éthique ou pas, etc. Et l'autre partie, c'est vraiment plus propre à notre projet, donc ce que c'est que la recherche qualitative, comment ça se mène, et dans le cadre des entretiens, comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait exactement ? Donc, si je vais un peu reprendre des choses que Ravenne vous avait expliquées tout à l'heure, du coup, on a dans le projet, on a le côté co-chercheur, co-chercheuse et le côté chercheur, chercheuse. Et on considère que les co-chercheurs et les co-chercheuses apportent ce qu'on appelle les savoirs expérientiels. Alors, je vais réexpliquer ce que c'est parce que je ne sais pas si tout le monde sait vraiment ce que c'est. Les savoirs expérientiels, c'est tout ce qui va être les savoir-faire, les savoir-être, tout ce qui va en fait être issu de notre expérience personnelle, mais qu'on va pouvoir remettre en question, on va avoir une réflexion dessus, etc. Donc on va sortir un peu de notre expérience propre et on va le transformer ça en connaissance.
Donc dans le cadre de notre projet, donc c'est vraiment les savoirs expérientiels sont vraiment issus du fait d'être une personne autiste, et on a aussi les savoirs issus du fait d'être un ou une professionnelle qui travaille avec des personnes autistes. Côté chercheurs et chercheuses, il y a tout le côté savoir universitaire et savoir scientifique. Donc vraiment le côté pratico-pratique, comment se passe une recherche, combien de personnes on doit interroger, qu'est-ce qu'on fait avec les résultats, etc. Donc comme je vous l'ai dit, on essaye au maximum qu'il y ait une formation minimale des co-chercheurs et des co-chercheuses au côté savoir scientifique. Et on transmet les savoirs expérientiels. On considère que les co-chercheurs et les co-chercheuses transmettent leur savoir expérientiel aux chercheurs et chercheuses. Et du coup, c'est ce qu'on appelle en fait le croisement des savoirs dans la recherche participative. C'est une expression qui est souvent utilisée dans le cadre de projets de recherche et de sciences participatives. La recherche participative, ça représente aussi des défis. Notamment de faire en sorte que chaque personne puisse s'exprimer si elle le souhaite. Et on sait notamment, la littérature a montré que dans le cas de personnes autistes, que certaines personnes autistes peuvent avoir une expérience négative vis-à-vis de la recherche et du coup avoir des craintes, etc., dans le fait de s'impliquer, le fait de parler. Donc on essaye vraiment de faire en sorte que tout le monde se sente bien et libre, et j'espère que c'est le cas. Voilà. Un des objectifs importants et ce qui peut représenter aussi une difficulté, c'est qu'il y a une dynamique de groupe qui est à trouver. Il y a bien évidemment des temps qu'on prend ensemble. On est tout le consortium ensemble où on travaille sur le projet, où on réfléchit à différentes choses, etc. Mais il y a aussi tout le côté plus informel qui est important. Alors informel, c'est pas forcément... Bon, on finit toujours nos réunions, on mange ensemble, mais ça c'est du vrai temps informel, on va dire. Mais il y a aussi du informel un peu plus structuré. On va faire des petits exercices, des petits jeux, des petites choses comme ça qui vont pas apporter grand-chose sur le côté scientifique du projet, mais qui vont nous permettre de construire ensemble le collectif. Pour vous donner un exemple, à la dernière réunion, on a inventé des unes de journaux qui vantaient le projet à sa fin. En fait, on s'est projeté à la fin du projet et on devait inventer les unes de journaux pour imaginer ce qu'un journaliste aurait pu dire, un ou une journaliste aurait pu dire. Un autre défi, c'est de faire en sorte que le savoir scientifique ne prenne pas toute la place. Parce que forcément, il y a des choses qui sont un peu plus saillantes par moment, et notamment tout le côté agenda de la recherche, financement. Donc ça, c'est un équilibre à trouver avec les savoirs apportés par les co-chercheurs et les co-chercheuses. Et une des difficultés principales aussi, c'est de s'adapter aux contraintes temporelles qui peuvent être différentes des deux côtés. Ce qui fait que les projets de recherche participative prennent généralement plus de temps parce qu'il y a des personnes qui travaillent à côté ou bien qui n'ont pas forcément l'énergie pour s'impliquer, etc. à tel moment, donc ça prend nécessairement plus de temps. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci pour vos présentations et ce très beau projet. Alors, j'ai une question pour Ravenne, mais je n'ai même pas besoin de mes notes pour la donner. Alors, c'est sur le savoir expérientiel. Il y a un participant qui aimerait savoir si ça donne immédiatement les compétences pour accompagner des personnes autistes, par exemple en tant qu'éducateur. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres compétences qu'il faudrait développer en parallèle et qui permettent de prendre le recul nécessaire? Alors... du coup, moi, je suis psychologue aussi dans la vie, donc j'accompagne aussi des personnes autistes. Et en fait, il y a une plus-value du savoir expérientiel qui, de toute façon, ne peut pas s'enlever, dans le sens où, si vous êtes, quelle que soit votre profession, si vous êtes dans l'accompagnement, par exemple, d'une maman qui est en train de vous expliquer comment c'est d'avoir son enfant qui hurle et qu'à des moments, elle aimerait juste que ça s'arrête et qu'elle a des pensées parfois pas hyper... correct, on va dire, mais que vous avez vécu ça, vous allez vous positionner de manière complètement différente par rapport à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, qui a juste une idée de oui, les enfants qui hurlent dans le train, c'est relou, mais voilà. Donc il y a forcément quelque chose que ça apporte en plus. Par contre, ça n'empêche pas
l'obligation d'être quand même des bons professionnels et donc de se former, que ce soit dans le cadre de la recherche aux pratiques de la recherche, que ce soit dans le cadre de l'accompagnement aux pratiques de l'accompagnement, pour pouvoir quand même aussi rentrer dans le cadre et être des professionnels. Parce qu'en fait, quand on a toutes les casquettes, il faut pouvoir maîtriser toutes ces casquettes. Et ça veut dire aussi pouvoir savoir comment se positionner à certains moments et savoir comment ne pas rentrer dans un truc où on est dans de la paire et danse plutôt que de l'accompagnement professionnel. Et c'est aussi parfois compliqué, mais il y a cette question qui revient souvent, et c'est un exercice qu'on demande à beaucoup de personnes qui sont directement concernées par la problématique qu'elles accompagnent, par exemple, qu'on demande rarement à d'autres professionnels et qui, à mon sens, devrait être fait par tout le monde, c'est-à-dire où sont mes limites, comment est-ce que je fais quand je ne sais pas faire, plutôt que de dire parce que j'ai mon diplôme, je sais faire, peut-être que de se dire en fait, je peux demander à quelqu'un qui sait sûrement mieux que moi. Aussi de savoir où sont mes limites dans ce que je suis capable de faire et capable d'entendre, parce que parfois ça va se rapprocher trop de mon expérience et du coup j'arriverai pas à m'en détacher et j'ai besoin de garder une certaine distance pour rester professionnel, parce que c'est pas mon ami, c'est la personne que j'accompagne. Enfin bref, ça pose plein de questions comme ça, mais ça fait partie des pratiques professionnelles et c'est important d'avoir ces savoirs-là aussi. Alors, je me permets de relayer encore une dernière question. Est-ce que vous avez connaissance de projets actuels, je suppose en recherche participative, sur TSA et transidentité ? Oui, il y en a. Du coup, j'en profite, n'est-ce pas ? Le 11 juin, le CRA va organiser une journée sur l'autisme et la transidentité. Si jamais ça vous intéresse, les billets ne sont pas encore disponibles, mais ça sort bientôt. Mais voilà. Et ce sera à l'Aubette, à Strasbourg, tout ça, voilà. Il y a des projets de recherche participative à l'heure actuelle sur l'autisme et la transidentité. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une question qui est très polémique pour plein de raisons. Et qui n'est pas du coup nécessairement facilement finançable, ce qui fait aussi qu'il n'y a pas beaucoup de projets. Mais il y en a deux. Il y en a un qui est à Lyon et il y en a un qui est plus ou moins en stand-by via Julie Daché, entre autres, sur l'expérience justement des personnes autistes et trans. Voilà. Et enfin, une dernière question qui va vous intéresser tous les trois, je pense. Comment, quand on veut devenir co-chercheur sur un de vos programmes de recherche, on fait ? Par rapport au projet Liaison d'être, il y a des personnes qui sont intéressées, elles peuvent, pour être co-chercheuses, elles peuvent nous contacter. On n'a pas mis nos adresses mail, mais on travaille à l'université de Strasbourg au LPC, donc voilà, ça sera transmis après, donc il n'y a pas de souci. Je ne sais pas, après, sur le site internet du groupe d'intérêt spécifique, d'intérêt scientifique, sur le site internet du GIS, TSA et TND, il y a un recensement des projets de sciences et recherche participative. Il y en a peut-être qui sont susceptibles d'être ouverts pour que des personnes puissent s'impliquer. Je sais pas si... Et souvent, ça se fait un peu par le réseau, ce qui est bête, dans le sens de l'autisme, ça peut être plus compliqué. Mais il y a des réseaux qui sont en train de se monter, justement, de pouvoir réunir des personnes qui sont intéressées par participer à ce genre de projet et pouvoir proposer des projets, et les personnes qui sont intéressées par ces projets spécifiques s'y inscrivent. Mais c'est un travail de longue haleine, fait de manière non financée par beaucoup de personnes autistes, donc ça prend du temps. Voilà. Mais ça arrive. L'Université de Strasbourg a un réseau de travail sur la science et la recherche participative, et c'est dans ces projets en cours d'éventuellement mettre en place une plateforme de recensement des différents projets qui sont à l'université. Donc voilà, je ne peux pas vous dire si ça arrivera et quand ça arrivera. C'est Opus, c'est via le Labo Citoyen avec l'Université de Strasbourg. Donc merci.